En ce moment, notre pays fait face à des questions de politique étrangère extrêmement complexes. Que l'on parle de la guerre active au Moyen-Orient, qu'il nous faut absolument comprendre et gérer, de la guerre par procuration que nous menons en Europe entre la Russie et l'Ukraine, ou encore des tensions en Asie, autour de la mer de Chine méridionale, ou du risque de conflit à propos de Taïwan, et ainsi de suite. Il est absolument essentiel de prendre des décisions fondées sur la raison, sur une compréhension claire de l'équilibre des forces, de la manière dont les puissances se situent les unes par rapport aux autres dans le monde et de la place que nous occupons dans cet ensemble. Ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Si l'on raisonne de façon rationnelle, la grande puissance des États-Unis peut encore nous garantir la sécurité pour longtemps et nous permettre de rester prospères à l'avenir. Mais si c'est mal géré, et si on continue à penser qu'on est encore bloqué, disons, en 1992, alors là, on va prendre de très mauvaises décisions qui peuvent nuire inutilement à tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un que nous n'avons encore jamais reçu dans notre émission, et nous en sommes vraiment ravis, le Dr Ron Paul. C'est un médecin, ancien membre du Congrès du Texas et 3 fois candidat à la présidence. Le Dr Paul a passé des décennies à défendre la Constitution, la responsabilité budgétaire, les libertés civiles et la retenue militaire dans la politique étrangère. On aime le fait que son engagement de principe ait fait de lui l'une des voix les plus influentes de la politique américaine, encore aujourd'hui. Et nous sommes vraiment heureux de l'avoir avec nous. Bienvenue dans notre émission, Dr Paul. Super, Carl. Je suis content qu'on soit ensemble dans l'émission et merci pour l'invitation. Écoutez, on est vraiment impatient d'entendre ce que vous avez à dire. Dans le thème de notre discussion, on avait prévu de commencer principalement par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas qui mettent bien en évidence les problèmes dont on parle ici. Mais malheureusement ou heureusement, selon la façon dont on voit les choses, il se passe aussi pas mal de choses au Moyen-Orient en ce moment. On a même quelques informations assez récentes. D'abord, le camp iranien a déclaré plus tôt dans la journée que si le président Trump met à exécution sa menace de blocus, ils vont étendre le blocus qu'ils avaient déjà mis en place, non seulement dans le détroit d'Ormuz, mais aussi jusqu'à la mer d'Oman, en couvrant la zone de Jask. C'est l'un des endroits où, lors du premier blocus, le camp occidental avait réussi à faire sortir un peu de pétrole grâce à l'oléoduc qui traverse cette région. Ils disent maintenant que si la situation devient vraiment mauvaise, ils pourraient aussi fermer la mer Rouge au niveau du Bab el-Mandeb, et ça pourrait poser d'énormes problèmes. Nous, on pense que ce serait une très mauvaise idée d'en arriver là. Mais le président Trump, après s'être vanté sur Truth Social un peu plus tôt dans la journée, a déclaré « Non, on va faire un blocus. C'est sûr. On a toutes les cartes en main et on va apporter la mort et la destruction du côté iranien. » Et là, tout d'un coup, il dit, c'est une information de dernière minute du Washington Post publiée il y a quelques minutes, que la menace précédente d'imposer des frais de passage aux navires traversant le détroit tout en précisant ses plans de blocus des navires iraniens, eh bien, finalement, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. D'abord, qu'est-ce que vous pensez du fait que les Iraniens envisagent vraiment de réagir au blocus de Trump par quelque chose d'encore plus fort? Eh bien, vous savez, ce que vous décrivez est très important et il faut qu'on s'en occupe. Mais, vous savez, si les gens adhéraient vraiment aux principes auxquels je crois, je serais très ennuyeux. Je dirais simplement qu'on devrait rester en dehors de tout ça et essayer de comprendre la situation. On ne devrait pas s'impliquer, parce que, de mon point de vue, ça ne nous rend pas plus sûrs. Au contraire, certaines de nos actions nous rendent toujours moins en sécurité. Alors, ce va-et-vient,
Avec des je fais ceci, je fais cela, il y a beaucoup d'hésitation. Et vous savez, vous décrivez certaines de ces annonces. Je devrais presque les noter et les apprendre par cœur, mais il vaudrait mieux qu'on vérifie avant la fin de l'émission, parce qu'ils auront peut-être encore changé d'avis. Ils changent souvent d'avis, au point que pour moi ça devient presque ridicule. Mais de leur point de vue, je comprends très bien, parce qu'ils voient la politique étrangère non pas à travers notre Constitution, ni à travers une logique de non-intervention. Ils voient les choses depuis une autre perspective. Ils pensent simplement que nous sommes destinés à diriger le monde. Moi, je crois que notre gouvernement se voit comme moralement responsable de dire à tout le monde ce qu'il faut faire. Sinon, c'est vraiment difficile d'expliquer tout ça. Mais leurs explications, c'est toujours un peu la même chose. Si eux font ceci ou cela, alors nous, on fera ça. Vous voyez, j'écoute certaines déclarations, je regarde certaines décisions, et je me dis, je ne sais pas s'ils vont vraiment y arriver. Souvent, je me tourne plutôt vers les marchés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent l'argent qu'ils ont durement gagné dans ce qui se passe là-bas. Et parfois, ça donne des indications utiles, mais pas toujours. Ça ne colle pas toujours. Mais bon, vous savez, on entend une annonce du genre « Si un camp fait ça, voilà ce que nous allons faire. » Et tout de suite, ils s'en emparent. Si les gens se fient uniquement aux informations qu'on reçoit aux États-Unis, c'est encore plus déroutant, parce qu'on n'entend pas les deux versions de l'histoire. On entend qu'on pourrait intervenir là-bas en disant « Oui, on a une obligation morale d'y aller pour empêcher les Iraniens d'obtenir l'arme nucléaire. » Pourtant, ils avaient déjà un plan à une époque, et il fonctionnait aussi bien qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'ils s'en mêlent. Alors moi, je regarde le prix du pétrole, je regarde le prix de l'or, et j'écoute les politiciens. Mais le truc, c'est que c'est justement la différence entre être dans une émission comme celle-ci, où on parle vraiment à des gens qui veulent entendre la vérité, et regarder les infos du soir. Certaines chaînes sont d'ailleurs pires que d'autres. On se dit, tiens, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ferait vraiment ça? Du coup, c'est imprévisible. Et la guerre de 5 jours, eh bien, elle n'a pas duré 5 jours. Je ne sais même plus depuis combien de mois ça traîne. Mais je sais que j'ai participé à tellement de discussions sur ces guerres en cours. La grande dont j'ai beaucoup parlé, c'était celle du Moyen-Orient, en Irak et aussi en Afghanistan. Et à l'époque, on disait que ça allait être vite réglé, terminé. Je pense qu'en ce moment, ils ont été trompés, parce que l'Empire s'est étendu. On possède maintenant le Venezuela, avec tout son pétrole, et tout est censé devenir merveilleux. Donc oui, on a progressé, et on pourrait gérer tout ça depuis Washington, D.C. Le principe même de cette politique étrangère est tellement absurde que j'espère que les gens vont finir par se réveiller. Mais tu sais, Carl, je crois qu'il y a déjà pas mal de gens qui commencent à se réveiller, d'une certaine façon. Parce que tu vois, les alliances à l'intérieur des partis politiques se sont un peu divisées. Avant, c'était un camp d'un côté et l'autre camp en face. Mais aujourd'hui, c'est un mélange. Et je pense que, quelque part, c'est plutôt sain. Eh bien, une partie de tout ça ne l'est sans doute pas. Et l'un des sujets sur lesquels je sais que vous avez toujours été très engagé, c'est l'état de droit, la Constitution et tout ce qui va avec. Cette guerre, en fait, a été lancée en contradiction avec la Constitution, parce qu'on est littéralement entré en guerre totale avec un autre pays sans déclaration du Congrès, en violation de la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973. Et à chaque fois que le Congrès a essayé d'agir, il a fini par se retirer lui-même du processus, laissant au président des États-Unis toute liberté pour faire ce qu'il voulait. Alors, quelle est votre position aujourd'hui? Parce qu'il y a seulement quelques jours, le président Trump a envoyé une lettre au Congrès déclarant, en gros, que le cessez-le-feu
était terminée. Et beaucoup de gens ont dit que c'était une façon de relancer un nouveau compte à rebours de 60 jours, selon la loi de 1973, pour lui donner une nouvelle marge de manœuvre. Comment voyez-vous cela? Quelle est selon vous la véritable situation sur le plan juridique? Eh bien, vous savez, il y a un peu de vrai là-dedans, mais au fond, c'est un mélange confus. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'ils font de toute façon ce qu'ils veulent. Ils inventent leurs propres trucs, et parfois, oui, ils les mettent en œuvre. Et aujourd'hui, Trump est allé annoncer que ça allait se produire. Alors, vous soulevez la question. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de débat? Pourquoi le Congrès n'a-t-il rien fait? Oui, on peut se plaindre des conseillers, on peut se plaindre du président, on peut se plaindre du pouvoir du complexe militaro-industriel. Mais au final, le problème, c'est que notre système ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, on a peut-être un peu trop de démocratie. Et Jefferson nous avait prévenu. Une démocratie pure, c'est une mobocratie. Tu peux obtenir 51% pour aller dans ton sens. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est rassembler plusieurs groupes, des clans, des bandes différentes, et ils peuvent punir les minorités. Et c'est pour ça que la classe moyenne et les plus modestes payent toutes les factures. Parce que même aujourd'hui, on parlait d'un député qui disait, tu sais, qu'on n'a même pas besoin de payer les guerres quand on les mène. Et, bon, en gros, on ne paye pas grand-chose. Mais en réalité, si on paye. Parce que quand il dit qu'on ne paye pas pour ça, ça veut dire qu'on ne va pas te taxer directement. Mais ce qu'ils vont faire, c'est imprimer de l'argent. Et le poids de cette inflation, de cette création monétaire, retombe sur la classe moyenne. Ils souffrent bien plus que les gens aisés. Pour moi, il y a là un énorme enjeu moral. Parce que même sans la Constitution pour nous guider, on devrait quand même se dire « Non, ça c'est pas juste ». Mais avec la Constitution et toute l'immoralité que les gens cautionnent, eh bien, on se retrouve dans un vrai chaos. Et pourtant, vous savez, beaucoup de gens me critiquent. Je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, vous aussi, vous avez entendu des critiques. On m'en a fait parce qu'on me dit « Ah, tu veux pas soutenir les troupes, tu veux les faire rentrer à la maison, donc tu es anti-américain, tu es contre les soldats. » Isocionniste. Oui, voilà. Ils utilisent ce terme. Et donc, l'élément de propagande, pour avoir travaillé là-dedans pendant des années, c'est un élément majeur. Alors, même si Internet, je trouve qu'Internet, c'est formidable et que ça peut être utile, ça peut aussi être vraiment, vraiment nocif. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui continuent à s'informer à travers certaines chaînes de télévision tellement biaisées. Elles font peur aux gens et ces gens finissent par dire que tout ce qui est en dessous de ça, c'est ne pas être américain. Oui, et oui, on était clairement contre ça. Et on voit beaucoup de ces idées appliquées dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et dans le monde occidental, l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis. Depuis l'arrivée de l'administration Biden, ils se sont littéralement pliés en quatre pour s'assurer de punir la Russie à tous les niveaux, en ignorant complètement tout ce que nous avions fait avec l'élargissement de l'OTAN, comme si ça n'avait joué aucun rôle. Cette attaque soi-disant non provoquée, comme ils n'arrêtaient pas de le répéter, des Russes et tout le reste. Et maintenant, on est assez aveugle pour penser qu'il faut continuer à les attaquer et à suivre cette voie. On a éliminé toutes les occasions d'une solution diplomatique, aussi bien avant le début de la guerre que depuis. Et le seul langage qu'on semble connaître, c'est... Enfin, on dirait qu'on est bloqué mentalement. Comme si on était encore en 1992, juste après l'effondrement de l'Union soviétique. Comme si on était la seule puissance au monde et qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut.
Et je pense que cette idée reste profondément ancrée dans la façon de penser des États-Unis et de l'Europe. Je vais vous donner quelques exemples. Voici Kaja Kallas, plus tôt aujourd'hui, qui disait que d'un côté, oui, la guerre doit se terminer, mais que de l'autre, tout ce qu'on entend dans son discours, c'est encore plus de guerre. Je veux insister sur un point. Pour notre économie, que ce soit pour les États membres de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou du Nord, c'est dans l'intérêt de tous que cette guerre prenne fin. Nous devons donc accentuer la pression pour y mettre un terme, tout en aidant l'Ukraine, afin que la Russie comprenne vraiment qu'elle doit venir à la table des négociations. En ce moment, nous avons une fenêtre d'opportunité. L'Ukraine est dans une position plus forte qu'auparavant et la Russie dans une position plus faible. Il faut accepter cette douleur à court terme pour obtenir un bénéfice durable à long terme. D'abord, la Russie n'est pas plus faible qu'avant. Au contraire, elle est plus forte qu'elle ne l'a été. L'Ukraine, elle, n'est pas plus forte, elle est plus faible. La Russie a ralenti un moment, mais elle a repris de la vitesse. Et puis, on l'entend répéter la même chose qu'on entend depuis des années. Il faut faire pression sur la Russie. Alors, monsieur le député, c'est une chose de dire « essayons les sanctions, voyons si ça marche ». Si ça marche, très bien. Si ça ne marche pas, ne les essayez pas 22 fois de plus en pensant que la prochaine fois, le résultat sera différent. Et là, ils en sont à chercher la 23e tentative. Qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, ça me dit qu'ils sont soit complètement ignorants, soit complètement mauvais. Peut-être un peu des deux. Mais ils sont ignorants, c'est vrai, surtout parce qu'ils ont dû transmettre tout ça au public. Vous savez, j'étais dans l'armée. J'ai été appelé au début des années 60 et j'y suis resté 5 ans. À l'époque, on parlait beaucoup des Soviétiques, d'un possible affrontement nucléaire, de tout ça. Et ça m'inquiétait. On m'avait arraché à ma formation médicale et à tout le reste. Mais ensuite, en repensant à la manière dont j'avais été formé, élevé, et même aux histoires qu'on racontait déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, je me suis rendu compte à quel point tout cela était vraiment dangereux. Pour moi, le vrai miracle du XXe siècle, c'était la transformation, la disparition du système soviétique, les changements profonds qui ont eu lieu en Russie. Je me suis dit, eh bien, c'est formidable. Vous voyez, ça montre bien comment les choses peuvent évoluer. Je prends souvent un exemple pour illustrer ça. La première guerre dont j'ai dû entendre parler, me plaindre, débattre, c'était la guerre du Vietnam. Je disais, pensez à toutes ces vies perdues, américaines et étrangères, dans ce conflit. Et pour quel résultat? Nous avons dû partir, la queue entre les jambes. Et je disais, voilà, on a perdu la guerre, on s'en va. Et puis, des années plus tard, d'une manière imparfaite, bien sûr, tout à coup, on recommence à leur parler. Et puis tout à coup, on a commencé à commercer. Et moi, je disais, imaginez tout ce qu'on a gagné en paix, tout ce qu'on avait perdu pendant la guerre. Les gens ont tendance à penser que la guerre est un moyen d'y arriver. Alors, j'étais optimiste quand la guerre froide s'est terminée, et je trouvais ça formidable. Il n'y avait pas eu d'échange nucléaire. On avait même commencé à faire un peu d'échange économique. La Russie vendait du pétrole, tout ça. Mais vous savez, on dirait que ceux qui sont aux commandes, ceux qui ne partagent pas notre vision, ne supportent pas l'idée que la paix puisse s'installer. Et je pense qu'ils sont dérangés, ou je ne sais pas quoi. Ils trouvent toujours une excuse. Mais souvent, c'est en quelque sorte le complexe militaro-industriel qui exerce une influence énorme. Et ils doivent s'allier aux propagandistes pour vous faire culpabiliser si vous ne soutenez pas une politique étrangère agressive. Mais malgré tout, vous savez, colonel,
J'ai été encouragé pendant les petits déplacements que j'ai faits lors de mes campagnes présidentielles. J'ai été encouragé par la réaction des jeunes. Ils ont réagi, tout simplement, à ce que je considérais comme du bon sens. Ça n'avait pas de sens. Et pourtant, c'était bien accueilli. Et même aujourd'hui, certaines statistiques montrent que les jeunes commencent à dire « Eh bien, peut-être que nos politiques au Moyen-Orient ne sont pas si bonnes que ça. » Et je pense que de plus en plus de gens vont finir par se réveiller quand ils comprendront l'immoralité à laquelle ils sont confrontés. Et aussi la faillite, qui va bouleverser la vie de beaucoup d'autres personnes. Oui, et je regrette qu'il faille probablement en arriver là pour y parvenir. Et quelqu'un d'autre qui ne veut pas voir la paix s'installer, c'est le chancelier allemand Friedrich Schmerz, qui est allé, je crois, il y a quelques jours. Il a dit « Écoutez, la Fédération de Russie n'a aucun rôle à jouer dans les discussions sur les garanties de sécurité de l'Ukraine, ni sur quoi que ce soit d'autre concernant la sécurité européenne. » Il dit non, même si la Russie fait partie de l'Europe, elle ne compte pas. Donc on ne va pas leur en parler, on va le faire seul. Et comme on pouvait s'y attendre, ça n'a pas du tout été bien reçu en Russie. Et Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré ceci. Cette déclaration du chancelier allemand Friedrich Merz sur la nécessité d'exclure la Russie de la participation à l'élaboration de garanties de sécurité pour l'Ukraine montre à quel point la position de l'Union européenne est dans une impasse. Il est tout simplement impossible de définir des garanties de sécurité sans la participation de la Russie. Et si c'est vraiment la position ferme des Européens, s'ils s'y tiennent, alors cela exclut totalement la possibilité pour les pays européens de participer au processus de règlement en Ukraine. Alors, si on parle des années 90 ou du début des années 2000, c'est exactement ce qu'on faisait. On disait simplement à la Russie ce qui allait se passer. Et elle pouvait bien se plaindre, mais elle n'avait aucun moyen d'agir. On dirait qu'on garde encore cette même mentalité. Mais monsieur le député, je ne pense pas que la Russie soit aussi faible qu'à l'époque. Aujourd'hui, elle a vraiment son mot à dire. Vous, comment vous voyez les choses? Eh bien, je ne connais pas tous les détails, mais je pense que ce qu'ils sous-estiment dans toutes ces guerres, c'est ce que fait le camp local. Comment avons-nous perdu la guerre du Vietnam? Parce que les gens qui vivaient là-bas ne voulaient pas de nous. Et ça, c'est une force énorme. Je crois que c'est pareil dans tous les pays. Je pense que c'est pour ça qu'on peut dire, enfin, qu'on pourrait défendre l'idée que l'Iran est plus fort que ce que les médias veulent nous faire croire. Parce qu'ils parlent comme si, oh, on va tout reprendre en main, on l'a fait au Venezuela, donc on peut le faire partout dans le monde. Mais à mon avis, ils surestiment leur pouvoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en coulisses, qui tirent les ficelles. Et j'ai du mal à faire la part des choses. Même si, à l'intérieur de chaque parti politique, il y a deux courants. On peut les repérer, oui, mais je ne crois pas qu'on puisse dire on a une politique pour la guerre et une autre pour la paix. Eh bien, ça dépend du moment de la journée. Ça dépend de qui est président. Ça dépend aussi de la situation politique. Et il y a une règle que je garde en tête quand j'essaie de comprendre tout ça. Je me souviens de Leonard Reed dans ses conférences sur l'idée de tout ce qui est pacifique. Il disait, on peut faire tout ce qu'on veut tant que c'est pacifique. Imaginez un peu comme ce serait bien si notre pays suivait ce principe. Oui, on devrait et on pourrait suivre la Constitution. Mais imaginez si nos dirigeants ne pouvaient rien faire, sauf si c'est pacifique. Bien sûr, il faudrait définir ce que veut dire pacifique. Certains pensent, vous savez, que si on ne prend pas le contrôle du Groenland, il pourrait y avoir une arme nucléaire là-bas. Alors ils tordent un peu le sens des choses. Ils disent « Oh, nous on est pour la paix, mais en même temps ils veulent imposer leur puissance. »
Je suis sûr que notre président se voit comme un homme de paix. Il nous l'a dit pendant sa campagne. Oui, il l'a fait. Mais on a quand même eu l'impression que ça s'était vraiment produit. La grande question c'est, pourquoi font-ils ça? Pourquoi disent-ils ça? Pourquoi se tournent-ils vers ces nihilistes qui pensent qu'on ne peut pas chercher ou même essayer de découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé? Et laissez-moi vous demander, puisque vous y avez été. Je veux dire, vous avez arpenté ces couloirs et siégé au Congrès. Quelles étaient, selon vous, certaines des batailles internes qui ont empêché les gens d'avancer sur des choses qui, franchement, ont du sens et qui profiteraient à notre pays? Est-ce seulement une question d'argent ou est-ce plus compliqué que ça? Ça dépend, mais un facteur important, je dirais, c'est peut-être que le F-35 est un vrai désastre, tout ça. Mais je pense que c'était l'un de ces grands projets militaires. Ils en ont fabriqué une partie dans chaque État. Donc au final, c'est de la politique. On dit, bon, vous le faites, on a des emplois ici, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si vous votez contre le budget du NDAA, vous savez, ce document de 3000 pages, on risque de perdre 10 emplois par ici. C'est vraiment égoïste. On a simplement accepté l'idée que tant qu'on a un groupe de pression, on peut imposer ses intérêts et qu'ils s'enrichissent grâce à ça. C'est vraiment difficile. Il y en a quelques-uns, comme Leonard Reed, qui donnaient aussi des conférences et disaient que si vous comprenez bien le sujet, si vous comprenez la question d'une politique étrangère non interventionniste, les gens finiront par vous en parler. Mais ça, on ne l'apprend pas du tout à l'université. Ils apprennent comment la non-intervention pourrait fonctionner parce que, vous savez, dès l'école, on leur enseigne qu'il faut faire ceci ou cela, sinon on n'est pas parfois un bon chrétien, et ainsi de suite. Mais il y en a eu quelques-uns, et je dois dire que c'était un vrai plaisir de voir qu'ils changeaient d'avis et venaient me parler. Ça n'est arrivé qu'une ou deux fois, mais ça montre que ça peut marcher. Et c'est pour ça que c'est formidable que vous soyez dans l'émission, à parler aux gens. Ça fait une vraie différence. Vous avez de la crédibilité, vous avez une expérience militaire. Alors je regarde, et j'ai l'impression que vous comprenez plutôt bien le sujet. Et il faut aussi vous considérer comme votre propre juge si vous sentez que vous touchez à quelque chose de vraiment important. Et donc, si on pense que la non-intervention et tout ce qui est pacifique, c'est bien, et j'ai soutenu cette idée, je ressens une responsabilité morale à ne pas attraper quelqu'un par le col pour lui crier dessus « tu fais comme moi » ou sinon « ou je peux te mentir parce que c'est pour une bonne cause ». Non, je ne crois pas à ça. Je pense que si davantage de gens, et c'est pour ça que je consacre autant de temps à l'éducation, et que je suis ravi de rencontrer des personnes comme vous, qui ont de l'expérience, qui ont accepté cette idée, peut-être qu'on devrait prêter un peu plus d'attention à la Constitution. Peut-être qu'elle a vraiment de l'importance. Peut-être que c'est grâce à elle qu'on a pu s'entendre. Peut-être qu'ils avaient raison à propos de la monnaie. Rien d'autre que l'or et l'argent n'est une monnaie légale. Sans ça, ils n'auraient jamais pu financer toutes ces guerres. C'est difficile à comprendre, mais au fond, c'est un trait de la nature humaine, une sorte de... Oui, quand il y a une faille et qu'il y a de l'argent en jeu, c'est une mauvaise combinaison. Vous savez, je veux examiner un autre facteur ici, en termes de résultats liés au risque. Vous venez d'entendre Kyriakos dire « voilà ce qu'il faut faire ». Friedrich Merz, lui, disait non. Il faut continuer à résister à la Russie. Et donc on a eu, 22, je crois, série de sanctions. Lindsey Graham, avant sa mort, essayait d'en faire adopter une de plus. On y reviendra dans un instant. Mais toutes ces sanctions, elles n'ont tout simplement pas fonctionné contre la Russie.
Tout ce qu'on a essayé, les armes, les autres mesures, rien de tout ça n'a mis la Russie à genoux. Et le président Poutine en a parlé plus tôt dans la journée. On se demande pourquoi cette partie russophobe de l'Occident collectif nous combat. Et nous, en réponse, nous développons notre économie, nous renforçons notre système financier, nous améliorons notre armée, nous obtenons de nouveaux résultats dans notre complexe industriel. Et nous avançons, nous progressons. Nos gars, nos troupes avancent. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est grâce à vous, grâce à vos efforts. Vous voyez, tout ce qu'on a essayé de faire avec la Russie remonte au moment où Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche. Il a dit « Mon Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir ». Alors on lui a donné des armes, des munitions, des chars, des missiles et tout le reste. De la formation, du soutien en renseignement, de l'aide au ciblage. Rien n'a marché. En réalité, la Russie devient de plus en plus forte au lieu de s'affaiblir, peu importe combien de gens que nous avons soutenus ont été tués. Et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait ce moment où même ceux qui ont défendu toute cette guerre et tout ce soutien reconnaissent que ça échoue et que ça nous fait du tort, à nous et à notre camp. Je pense qu'on peut remonter au tout début, ou du moins au début moderne du problème là-bas. Et je dirais que c'était en 2014, quand nous, en tant que membres de l'OTAN, avons désobéi ou changé notre position et les promesses qu'on avait faites, à savoir que nous ne transformerions pas les frontières de la Russie en zone de guerre et que nous n'y placerions pas d'armes pour la menacer. Franchement, c'est évident et nous en portons une grande part de responsabilité. J'en ai vraiment assez des propagandistes qui répètent sans arrêt « La Russie a envahi, la Russie a envahi, la Russie a envahi ». Oui, d'accord, mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui les a poussés à le faire. Peut-être qu'ils ont une raison de remettre en question ce qu'on leur dit, parce qu'on a déjà affirmé certaines choses. Mais ensuite, on a un président qui peut tout mélanger, brouiller complètement le débat et dire oui, il faut faire quelque chose à propos de l'OTAN, on va éduquer l'OTAN. Mais en réalité, je pense qu'il est surtout intéressé par le fait de diriger l'OTAN, pas de s'en débarrasser ni de s'en éloigner. Au fond, tout dépend de la façon dont les gens comprennent ce que devraient être les relations personnelles. Et je suis convaincu, après des années à essayer de comprendre tout ça, qu'il y a des gens qui sont vraiment nihilistes. Ils ne croient pas en la vérité. Vous leur dites, pourquoi ne pas travailler pour la vérité? Eh bien, ils n'y croient même pas. Et ça, en quelque sorte, les empêche de comprendre ou même d'envisager l'idée de la loi naturelle. Donc, ils n'ont pas besoin de le faire. Et c'est un vrai problème, parce que la majorité des gens, même ceux qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas croyants ou qui ne se disent pas spirituels, la plupart des gens, à travers l'histoire, ont compris quelque chose à propos de la loi naturelle. Et ça remonte à bien avant l'apparition des gouvernements autoritaires. On savait déjà que mentir, tricher ou voler, ce n'était pas de bonnes idées. Mais aujourd'hui, on ne vit plus selon cette loi, alors que certaines des meilleures lois ont été formulées très très tôt. Et maintenant, elles sont remises en question. On se moque même de vous si vous prétendez comprendre quoi que ce soit au nihilisme. Et je crois que j'ai croisé pas mal de nihilistes dans une sorte de posture où ils n'ont pas besoin de regarder la vérité, du moins pas en face. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ils ne veulent pas croire à tout ça, mais ils arrivent toujours à se trouver une excuse pour ne pas avoir à rendre des comptes. Et c'est un défaut que je reconnais même chez le colonel, malgré tout ce qu'il y a de négatif autour de lui. Et moi, vous savez, j'en parle depuis des années. Je vois encore des gens, quand je les entends changer d'attitude sur la politique au Moyen-Orient. Eh bien,
Il y a là-dedans des lueurs d'espoir. Peut-être que certains commencent à voir les choses autrement qu'ils ne les voyaient depuis 100 ans sur ce principe du sionisme. Moi, j'ai grandi dans une église chrétienne. J'ai toujours été chrétien. Et je n'avais jamais entendu un discours comme celui qui prêche le sionisme. Et ça, c'est très, très puissant. Bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. Oui, on a clairement vu la puissance de tout ça, mais pas dans le bon sens. Avant de vous laisser partir, j'aimerais avoir votre avis sur un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Le sénateur Lindsey Graham vient de mourir, apparemment d'une crise cardiaque. On ne sait pas vraiment ce que c'était, mais il est bien décédé. Et depuis, les réactions sont très partagées. Certains le condamnent pour toutes sortes de choses qu'il a faites dans sa vie, tandis que d'autres le présentent comme une personne admirable. Hier soir, par exemple, dans l'émission de Sean Hannity sur Fox News, on disait de lui qu'il n'était pas seulement un grand patriote américain, mais aussi quelqu'un qui aimait vraiment la paix. Contrairement à ce récit qui circule dans certains milieux isolationnistes, Lindsey Graham, oui, il croyait qu'il fallait combattre le mal, mais il n'aimait pas la guerre. En réalité, il voulait la paix. Il voulait mettre fin aux conflits en Ukraine et à tous les conflits au Moyen-Orient. Il voulait un nouvel accord d'Abraham, un accord d'Abraham plus. Il savait aussi que nous ne vivons pas dans une bulle. Il reconnaissait simplement le mal pour ce qu'il est. Et il savait qu'il existe bel et bien. Et comme le président Trump, il savait qu'il fallait l'éradiquer avant qu'un chemin vers la paix puisse vraiment apparaître. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette tentative de réhabiliter un peu cette image? Parce qu'enfin, quand on dit qu'on pense que Gaza devrait être rasé par une bombe nucléaire, quand on dit qu'on aime tuer les bonnes personnes, quand on dit que l'argent dépensé contre la Russie pour tuer des Russes, c'est le meilleur argent jamais dépensé, et qu'ensuite, quelqu'un rassemble tout ça et affirme « En fait, c'est quelqu'un qui veut la paix. C'est comme ça qu'on obtient la paix. » Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, si des gens écoutent ou se laissent influencer par ce genre de bêtises et qu'ils y croient, c'est qu'ils ont un problème avec leur propre honnêteté. Mais je pense qu'ils se disent pour la paix. Même les pires dictateurs se disent pour la paix, mais toujours à leurs conditions. Pas aux nôtres, pas dans l'idée de nous laisser tranquilles. Ils restent là, tant qu'ils gardent le contrôle, tant qu'ils ont le pouvoir. Et ils ne peuvent le faire que s'il n'y a plus de règles. Alors ils doivent effacer la loi naturelle et affirmer qu'il n'existe pas de vérité pour pouvoir agir comme ils veulent. Oui, ils parlent de paix, mais c'est une paix mensongère, parce qu'ils élimineraient tous ceux qui sont vraiment pacifiques. En réalité, tout cet effort pour promouvoir la paix à leurs conditions, c'est un échec. Réfléchissez un peu. Combien de victoires militaires avons-nous eues depuis la Seconde Guerre mondiale? Pas beaucoup. Il y a eu une interview entre un responsable américain et un responsable vietnamien après la fin de la guerre. Ils parlaient calmement, de manière correcte, et l'officier américain lui dit « Vous savez, une chose est sûre, vous ne nous avez jamais battus sur le champ de bataille. » Et le général, ou le colonel vietnamien, lui répond « Oui, mais ça n'avait aucune importance. » Alors voilà, ils appellent ça la paix. Ils travaillent dessus, mais en réalité, ils mentent. Peut-être qu'ils l'acceptent parce qu'ils arrivent à se mentir à eux-mêmes. Ils effacent complètement l'idée qu'il existe quelque chose au-dessus de nous qui nous permettrait de comprendre ce qu'est la vérité. En fait, tout ça revient à la violence, à l'amour, aux familles et à des choses comme ça. Mais c'est une sorte de maladie qu'il faut vraiment soigner. Ça existe depuis très longtemps, mais je vois encore beaucoup de gens très motivés, très engagés à faire ce qui est juste, tout en sachant qu'aucun de nous n'est parfait.
et que mes idées ne peuvent pas être universelles. Mais je pense que dans l'ensemble, le principe de non-violence reste essentiel. Le conseil, c'est de faire tout ce que vous pouvez. Si vous pensez être sur la bonne voie et que vous pouvez agir pour changer les choses comme vous le souhaitez, faites-le pacifiquement. Mais si vous devez sortir une arme pour forcer les gens à vous suivre, là non. Ça, c'est pas la bonne manière de faire. Ça doit se faire pacifiquement. Mais je pense que c'est justement de ça qu'on parle en ce moment. Ce débat existe depuis très longtemps. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que c'est personnel. Il y a encore des gens, je dirais même une très très grande majorité de gens, qui restent fondamentalement décents. Même quand j'étais dans l'armée, puis à la fac de médecine, en m'occupant de beaucoup de patients, j'ai toujours trouvé que les gens étaient plutôt bien, vous voyez. Donc je ne veux pas... Enfin, je pense que le problème vient de ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui sont obsédés par le pouvoir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais le rôle des autres, c'est de faire tout leur possible pour contrebalancer ça, pour les amener dans une autre direction et toujours aller vers la paix et la prospérité. Oui. Wow. Très bien dit. J'aime beaucoup cette façon de présenter les choses. Et on a vu beaucoup des mêmes phénomènes, sans doute en nombre, encore plus de gens vraiment bien. Il faut juste qu'on trouve un moyen d'utiliser notre force pour contrebalancer tout ce mauvais côté, ceux qui veulent imposer leur vision par la force des armes. Ça ne finit jamais bien pour nous. On te remercie vraiment d'être venu, d'avoir partagé ton point de vue avec nous et de nous avoir donné à tous un peu d'encouragement et d'espoir, je crois. Colonel, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, vraiment. Et merci à vous aussi. On revient dans environ... Gary, il est quelle heure? 2 heures? Non, attends, 3 heures, pardon. Donc dans 1 heure et 20 minutes à peu près, on aura Mike Adams du Health Ranger pour parler des dégâts invisibles causés par la politique envers l'Iran et de ce qui pourrait en découler. On se retrouve donc à 15 heures dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier, mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette émission avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.